Dans un monde où tout semble aller vite et où les connexions sont omniprésentes, beaucoup pourtant choisissent de s'éloigner. Les souffrances, les traumatismes et les gros gourmands nous retirent inconsciemment de la société et on s'y réinsère d'une façon assez spéciale. Ça ne vous est d'ailleurs pas inconnu que lorsque vous n'êtes pas bien, vous préférez rester dans votre chambre et scroller. Il est déjà 23 heures. Vous avez, nous avons, j'ai perdu mon temps, notre temps, à consommer la vie des autres sans pour autant agir sur notre bien-être personnel. Nos amis, notre famille demandent à nous voir, nous ne sommes pas disponibles. Et parce que lorsqu'on a trop souffert, on préfère prendre congé, parce qu'on a trop vu, trop vécu, trop vite, trop fort. Et comme le processus de guérison est propre à chaque être humain, mais que globalement ça reste assez long pour se remettre d'un gros trauma, peu importe qu'il soit un gros gourmand ou une perte de travail ou un deuil, alors on a peut-être parfois tendance à se dire qu'il vaut mieux être seul pour guérir. Parce qu'on n'a pas toujours été les meilleures versions de nous-mêmes qu'on essaye de guérir, alors on se préserve et on préserve les autres de nos schémas répétitifs et non réglés. Et à force de fermer la porte aux nouvelles personnes qui pourraient venir dans notre vie, on a tendance à s'isoler et du coup à penser la solitude comme phénomène de guérison alors que parfois c'est au contact des autres que nous guérissons. Et ce phénomène de surconsommation sur les réseaux lorsqu'on est seul, il est très connu et d'ailleurs très utilisé par la plupart des gens de notre société parce que consommer la vie d'autrui nous empêche d'être seuls avec nos propres pensées. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo essai. Sommes-nous vraiment mieux seuls ? Partie 1. En amont, faisons la différence entre se sentir seul et être seul. La différence entre être seul et se sentir seul est relativement subtile. Mais on la retrouve assez bien dans d'autres langues, notamment dans l'anglais, avec les mots loneliness et being alone. C'est pas la même chose. Être seul, c'est un état de fait. On est physiquement seul, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on souffre. En revanche, la solitude, ici loneliness, c'est un ressenti émotionnel. C'est se sentir isolé, parfois abandonné. Et ça, même lorsqu'on est entouré de famille, d'entourage et d'amis. Et ça, Orelsan l'explique plutôt bien. Dans un morceau qui figure sur l'album La fête est finie, et on se souvient tous de cette phrase qui dit « T'as Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est c'est parce que personne te Le comprend. fait d'être seul, c'est une réalité neutre sur laquelle on peut carrément agir. En revanche, la solitude comme émotion, se sentir seul, c'est une charge émotionnelle, bien plus lourde. On peut être seul sans se sentir seul, et à l'inverse, on peut être entouré et se sentir terriblement seul. Sur une étude fondée par l'association Méta-Analyse, on y trouve que la solitude augmente le taux de mortalité de 26%, l'isolement social de 29% et le fait de vivre seul de 32%. Et ces chiffres, ils montrent une seule chose, c'est que la solitude, c'est pas seulement un inconfort psychologique, c'est un vrai facteur qui joue sur notre santé mentale et physique. Et si notre rapport à la solitude n'était en fait qu'une histoire de personnalité. On confond souvent d'ailleurs le fait d'être introverti avec le fait d'être timide. A contrario, on a aussi tendance à confondre le fait d'être extraverti avec le fait d'être très sociable, d'être à l'aise en société. En réalité, ce sont des raccourcis que nous avons faits. Ici, on va puiser dans des facteurs qui n'ont rien à voir avec des phénomènes sociaux. C'est plus une histoire de batterie. Les introvertis se ressourcent dans des moments de solitude et les extravertis se ressourcent et se rechargent lorsqu'ils sont au contact des autres. C'est juste ça. Et au final, on se rend compte que être introverti et être extraverti, c'est juste une question de batterie. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce phénomène ? Tu es avec tes amis, tu passes une bête de soirée, tout va très bien, et d'un coup, tu as envie de rentrer. Me parlez pas, j'ai envie de rentrer. Et en fait, ce truc-là, c'est une batterie sociale. C'est qui fait que notre corps a un quota à donner aux autres et au monde. Et lorsque ce quota a été atteint, notre cerveau nous envoie un petit... Et là, on est en mode « parle pas avec moi, je rentre ». Et d'où ça vient ce phénomène de batterie sociale ? Il est très rare que les gens soient eux-mêmes en société. D'être trop bruyant, d'être trop présent, d'être trop, ou parfois de ne pas être assez. Alors, par mécanisme, l'être humain porte un masque. Sauf que porter un masque, c'est fatigant. Et lorsqu'on doit calculer et être en hypervigilance constante, notre cerveau fatigue. C'est d'ailleurs là que la batterie sociale s'éteint. Maintenant qu'on a parlé des différents types de solitude, des façons de l'apprécier ou de la subir, et des traits de caractère liés à ces conditions, parlons de ce qui m'intéressait depuis le départ, la guérison. Alors la question se pose, vaut-il mieux être seul pour guérir de notre côté et ne pas être un fardeau pour notre entourage, ou à contrario, partager sa peine pour s'appuyer sur les autres
comme un levier de guérison. Je te parle de cette vraie solitude. La solitude où tu es posé là, sur ton canapé, et tu es obligé. Tu restes assis. Ton téléphone, plus de batterie, plus de 4G, parce que tu as décidé il y a 6 ans que tu n'achèterais pas une box internet parce que tu connais les ondes, tout ça. Bref, c'est juste toi, ton plafond et ton canapé cassé. Et là, on y passe tous. Les premières pensées, c'est « Pourquoi j'ai dit ça ? Ah, c'était peut-être moi le problème. Est-ce que je suis vraiment moche ? Est-ce que c'était moi le méchant de l'histoire finalement ? C'était gênant de ouf en fait. » Voilà pourquoi la solitude est très salvatrice. Elle nous permet, lorsqu'on est confronté avec nous-mêmes, de nous mettre devant le fait accompli et de se dire que oui, peut-être que j'étais le problème. Peut-être que j'ai vécu des choses lorsque j'étais petit, que je ne les ai pas réglées en amont et que j'en ai fait souffrir mon ou ma partenaire. Maintenant, je suis seule. Aïe, ça fait mal, je me reprends tout ça dans la tronche. Qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est en ça que la solitude, elle est salvatrice. Parce que si on n'est pas seul, alors on ne se confronte pas à toute la douleur de nos erreurs. Et cette solitude, elle nous permet aussi de se dire qu'il faut s'enlever du crâne qu'une histoire a une version. Sachez que si une relation n'a pas marché, il y a de très fortes chances que la personne qui vous a quitté ou qui vous a fait le mal, vous a fait ce mal-là. Maintenant, c'est peut-être le moment aussi de vous poser avec vous-même et de vous demander qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Pas pour le partenaire, pas pour régler la situation, mais pour moi. Qu'est-ce que j'ai appris de cette relation, qu'elle ait été bonne ou toxique, qu'elle ait été saine ou mauvaise, qu'est-ce que j'en ai appris et quelles sont les erreurs que je ne referai pas dans le futur. Ce gloubi-boulga de pensée, oh j'ai réussi à le dire, ce gloubi-boulga de pensée, aussi douloureux soit-il, est profondément salvateur. Il est même nécessaire. C'est l'espace brut de l'introspection. La solitude est, à mon sens, nécessaire pour pouvoir guérir. Mais attention à mettre de la mesure dans tout. Et c'est là que se trouve la subtilité de prendre le temps seul. Oui, mais prendre goût au confort dans l'inconfort, celui qui nous fait croire que nous ne pouvons pas être guéris ni aimables, c'est non. Maintenant nous y sommes. Vous êtes passé par cet horrible trou noir qui vous a fait vous remettre en question et après. Et même si les moments de solitude sont nécessaires à la guérison, je pense que la guérison véritable se produit au contact des autres. Ok, je m'explique. C'est dans les relations qu'on voit réellement qui nous sommes. Nos blessures, nos projections, nos réflexes. Un exemple qu'à peu près une bonne partie de la population a dû vivre. Tu es adulte, tu fais tomber un verre et tout d'un coup, ton corps se tend. T'es stressé, ça va pas, t'as peur qu'on te crie dessus. À ton grand âge, et puis tu tournes par réflexe, la seule personne qui est à côté de toi est ton ou ta partenaire, ou alors un ami ou une amie. Le premier réflexe qui te vient, c'est alors de t'excuser et vite d'aller ramasser. La personne te voit dans cet état-là où tu n'es pas bien. Et lui, ou elle, voit que t'es étonné qu'il ne soit pas énervé. Et en observant qu'il t'observe de façon assez bizarre, tu te rends compte d'un truc, de façon inconsciente. C'est que tu étais persuadé qu'il allait crier ou peut-être même te taper dessus. On y est. C'est exactement de ce genre de situation dont je veux parler. Si vous aviez été seul, vous n'aurez pas pu vous rendre compte que des événements qui se sont passés il y a 10, 15, voire 20 ans pour certains, vous ont peut-être laissé une trace, même si c'était pas si grave que ça. Parce que vous, en tant qu'adulte, vous savez que faire tomber un verre, c'est pas grave. Parce que déjà, de 1, vous ne l'avez pas fait exprès, de 2, personne n'est blessé, et de 3, c'est du matériel. Mais le souvenir que votre cerveau a retenu, c'est « Aïe, j'ai fait tomber quelque chose, ça va barder pour moi ». Et c'est typiquement dans les relations interpersonnelles, surtout en tant qu'adulte, qu'on se rend compte des schémas qui sont inscrits depuis des années en nous. Et c'est peut-être là qu'il faudrait d'ailleurs commencer à faire un travail. Alors même si certains aiment être seuls et si d'autres aiment être entourés, la question n'est pas là. La question ici est de prouver que l'être humain est un être voué à avoir des relations interpersonnelles. Alors il naît seul et il meurt seul, mais pour le restant de sa vie, normalement il sera en contact avec environ, j'ai aucune statistique, mais je dirais 1 million, c'était peut-être un peu trop, avec beaucoup de personnes dans sa vie. Et ça, Bowlby et Ainsworth l'ont bien compris. Bowlby a surtout développé la théorie assez connue de l'attachement. On y voit certains types d'attachement, mais pour ça, je vous laisserai aller vous renseigner puisque les travaux psychologiques de John Bowlby sont vraiment intéressants. Les quelques points qui ressortent de cette étude, c'est que l'être humain naît avec un besoin inné de créer des liens. C'est en lui. Le cerveau est biologiquement câblé pour la connexion sociale. Certaines zones, comme le cortex... Mais pourquoi je dis cortex ? Ah purée, Certaines zones, comme le cortex préfrontal médian, s'activent uniquement dans les interactions sociales.
Alors dans cette vidéo, si on a vu que être seul pouvait être nécessaire pour guérir, mais que les autres l'étaient un peu plus pour s'épanouir, on se rend compte d'ailleurs très souvent que les relations sont un miroir à nos traumatismes. Parce que parfois, après avoir trop vécu, on pense qu'il vaut mieux s'isoler, se protéger, guérir seul, en silence. Mais mauvaise nouvelle, ou bonne pour certains, c'est que la vérité, la plupart des blessures ne cicatrisent qu'au contact des autres. Dans un monde qui nous pousse à être forts, méfiants et indépendants, l'autre nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être guéri, ou du moins complètement guéri, pour être aimé. Mais qu'on peut aussi guérir avec et en même temps que l'autre. Et c'est pourquoi il est difficile d'aimer en toute conscience. Parce qu'aimer, c'est faire face à ses propres mécanismes de défense. Ses manques, ses excès, ses addictions. Mais c'est aussi là que réside la magie. Parce que si l'autre est un miroir de ce qui est blessé en nous, alors il peut aussi être le reflet de ce qui est en train de guérir. Si ce qui a causé votre solitude est la blessure d'un autre être humain, peut-être que ce qui la guérira sera la rencontre d'un nouvel être humain. Alors, sommes-nous vraiment mieux seuls ?